Bonsoir, bienvenue à tous à notre émission Entre nous, l'émission dédiée à la crise ivoirienne. Aujourd'hui, à ma côté, à ma gauche, donc j'ai monsieur Jean-Camille Niali, de Leader, vous allez vous présenter tout à l'heure, et à ma droite, monsieur Chobo Debeng, donc du RHDP. Monsieur Niali, je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de nous donner l'opportunité d'être présent à ce débat et de pouvoir débattre avec M. Chobo Debeng du RHDP. Je suis moi-même Jean-Camille Niali, professionnel des assurances, et je suis délégué régional de Leader France. Monsieur Chobo Debeng. Oui, merci à vous également de nous convoquer encore pour la énième fois sur votre beau plateau. Je ne peux que vous dire merci pour cela. Je suis Chobo Debeng. J'aime pas dire ma fonction, mais je suis fonctionnaire territorial. Et je suis délégué associé à la redynamisation du RHDP en Île-de-France. Très bien. Je vous remercie. Alors, pour tous nos téléspectateurs, il faut savoir que la chaîne 225 donc, est en partenariat avec ivoiretv.net, et nous sommes donc une chaîne pluraliste. Donc, par souci d'agenda, d'autres partis politiques n'ont pas pu se présenter aujourd'hui, mais d'ores et déjà pour la semaine prochaine, donc ils ont pris acte. Donc, nous allons commencer notre débat. La question numéro 1. Rencontre Ouattara-Bédié. Qui est le gagnant? Je vous laisse la parole, monsieur Niali. Rencontre Bédié-Ouattara, qui est le gagnant? Alors, je ne sais pas s'il faut poser la question en ces termes, en fait, au final. Je ne sais pas s'il faut parler de vainqueur, au final. Parce qu'en fin de compte, si on résume cette rencontre à la victoire de l'une de ces deux éminentes personnalités ivoiriennes, il faut les appeler comme telles, ça serait dommage pour la Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin que ces deux-là soient vainqueurs, en fait. Si on veut que la Côte d'Ivoire avance, que ces deux-là soient vainqueurs, importe peu, en fait, en réalité. Je pense que une telle rencontre devrait être, en fait, la décrispation de l'atmosphère d'abord, mais surtout pour la victoire du peuple ivoirien. C'est ça qu'il faut observer. Mais il ne faut pas... je ne suis pas en phase avec cette façon de pouvoir présenter les choses. Parce qu'il n'y a pas pour l'instant de vainqueur entre les deux. S'il y a un vainqueur, il faut que ce soit le peuple de Côte d'Ivoire. J'ai envie de dire simplement que... Mais le discours un peu change. Le fait d'aller à cette rencontre, ça peut être pour certains Ivoiriens une faiblesse de la part de M. Bédié. Alors, vous voulez absolument m'envoyer sur le terrain de la victoire de l'un ou de l'autre? Ah non, pas du tout. Je vous pose la question à vous, en tant que leader. Oui, j'arrive en fait. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que déjà, il ne faudrait pas conduire nos téléspectateurs. Quand on fait un débat de cette nature-là, c'est d'avoir le souci de la pédagogie. C'est-à-dire que si on commence à conduire les Ivoiriens vers le terrain de la victoire ou de la défaite, nous allons continuer avec nos vieux démons. Seulement, cette rencontre qui est arrivée, maintenant si on rentre dans le vif du sujet, cette rencontre qui est arrivée comme un cheveu sous la soupe, elle est assez étonnante. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire si là on rentre dans le vif du sujet, elle est assez étonnante. Dans la mesure où il y a encore quelques jours, c'est même pas des semaines, quelques jours en arrière, M. Ouattara avait dit très clairement qu'il n'avait que faire d'un dialogue avec une quelconque opposition. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, oui. Il n'avait que faire d'une quelconque opposition. Donc l'affaississement du pouvoir? Si on peut appeler ainsi, pourquoi pas? Mais pour l'instant, je ne peux pas. Je n'ai pas envie de parler d'infléchissement de pouvoir ou pas. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques jours en arrière, M. Ouattara ne voulait pas entendre parler d'un dialogue avec le pouvoir. Mieux, il vilipendait même les opposants. Donc, comment on est arrivé à cela? Comment, monsieur, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il a... Justement, c'est peut-être là qu'il faut amener les choses. Comment on en arrive là? Écoutez, en écoutant, dans ces jours-ci, Jean-Yves Le Drian, on a l'impression que M. Ouattara a reçu des conseils. Des conseils de la part de la France? De la part en tout cas, une autre puissance,
Si vous l'appelez la France, oui, la France. Faut pas la nommer. Monsieur Jean-Yves Le Drian a dit au détour d'une phrase, mais vraiment limite assez méprisante. Limite assez méprisante, pas pour M. Ouattara, parce que l'honneur de M. Ouattara, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi de défendre. Mais limite pour nous, les Ivoiriens, pour nous, les Africains, une phrase assez méprisante disant oui, mais c'est bien que M. Ouattara fasse vite l'Union nationale, il serait bien qu'il se dépêche. Enfin, c'est un peu en ces termes. Oui. Donc, je trouvais ça assez méprisant de la part d'un ministre qui intime l'ordre à un ancien président de devoir faire quelque chose. Ancien président? Oui, naturellement. C'est parce que vous avez parlé de rencontres entre les deux, que je n'ai même pas osé aborder ce point. Parce que M. Ouattara, à l'heure où nous parlons, n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il est quoi alors? Qu'est-ce qu'il est? S'il n'est pas président? Vous savez que M. Ouattara, il est président du RHDP. Oui. On est d'accord là-dessus? Oui. Donc il est président du RHDP. Il est président du RHDP. Très. Il s'en est jamais caché. Très bien. Voilà, président du RHDP. Très bien. Je vais donner la parole à M. Djobo de Beng pour répondre à M. Niali. Je crois que le débat est lancé. Et je suis très content, et même très très content de débattre avec M. Niali. Parce que j'ai jamais eu cet honneur, je dirais, de discuter avec un militant du leader. Ça fait plaisir parce que déjà, le président du leader a été l'une des personnalités aussi emblématiques de la Côte d'Ivoire, à savoir quelqu'un qui a dirigé bien sûr notre hémicycle pendant un certain temps. À ce titre, je lui dois respect et considération et à travers M. Niali, je lui dirai de transmettre le bonjour du RHDP à M. Mamadou Koulibaly. Je reviens là-dessus pour dire que, allant dans son sens en nous parlant de qui a gagné, moi je dirais que les Ivoiriens aujourd'hui ont peur de savoir qui est vainqueur, qui est vaincu. Parce qu'on vaut plus que ça. Nous sommes allés à des élections. Les élections se sont très bien passées. La preuve, en France où M. Niali vit, je pense qu'il a dû faire le compte rendu à son président. Il y a eu plus de 30 000 électeurs. Pendant ce temps, d'autres disaient qu'il n'y aurait pas d'élection. On a fait des élections. Il y a un vainqueur qui a été proclamé par la CEI et la Cour constitutionnelle l'a entériné. Et on se trouve que il y a un groupe de personnes, je dis bien un groupe de personnes, je ne pèserai pas mes mots, qui sont allés se faire barricader chez un ancien président de la République, que je respecte d'ailleurs, en formant bien sûr le Conseil national de transition, qui n'existe nullement dans aucune constitution. Ok. Et chemin faisant, il y a eu des soulèvements par-ci par-là, que je ne qualifie pas des mineurs. Non, parce que là où il y a un mort, c'est déjà grand. À ce titre-là, je présente déjà toutes mes condoléances à ces familles éplorées et prompt rétablissement à ces blessés. Mais je dirais, pour revenir à ce thème, que ce dialogue entre le président Alassane Ouattara, président sortant et président entrant, avec son aîné, le président Henri Konan Bédié, président du PDCI, la victoire, c'est le peuple ivoirien. C'est le peuple ivoirien parce que nous voulons en Côte d'Ivoire une paix. Et quand M. Niali me dit en ces termes que le président avait vilipendé l'opposition, je m'inscris en faux. Parce que depuis du vivant du Premier ministre Amadou Gon, nous n'avons cessé de tendre la main à l'opposition. Nous avons cessé de tendre la main à l'opposition. Et c'est à l'issue de toutes ces médiations qu'il est sorti une CEI consensuelle qui nous a emmenés à une élection. Et même la CEI étant déjà en place, les négociations se poursuivaient avec le Premier ministre actuel, Amadou Gon. Et le ministre qui est mort, le ministre Sidiki Diakité, qui est mort, paix à son âme. Mais pourquoi on nous fait croire, je dis bien, laissez-moi terminer, pourquoi on nous fait croire que le président a vilipendé ça? Jamais de la vie. Le RHDP a été au cœur de tous les dialogues politiques en Côte d'Ivoire. Si l'opposition
avait saisi cette main tendue, je crois qu'on n'arriverait pas là. Donc aujourd'hui, moi je trouve, et je dis, je répète, que nous allons vers la paix. Et cette réconciliation, ou du moins ce début de réconciliation, est à l'avantage de nous les Ivoiriens. Très bien. Je reviens vers un fait. 30 000 électeurs à Paris. Que disiez-vous par rapport à cela? Il y a eu vraiment 30 000 électeurs qui sont partis voter ce 31 octobre. Bon. J'ai même dit plus de. Plus de 31 000. Alors, il faut pas se méprendre sur les choses, en fait. Et on ne va pas amener le débat sur un fait aussi mineur qu'une prétendue élection en région parisienne. Je ne sais pas en France, en région parisienne. Elle a bien eu lieu en région parisienne. J'arrive. Quand on nous dit, parce que je pense que là, il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, quand on nous dit qu'on a eu une élection crédible, une élection transparente, soit on est de mauvaise foi foncièrement, soit on est de mauvaise foi foncièrement. Il n'y a pas d'autre choix. Ce sont les deux termes, mais qui veulent dire la même chose. Et le RHDP a toujours été de mauvaise foi. Vous savez, chaque fois, M. Ouattara étant tellement doté d'une libido du pouvoir, qu'à chaque fois que nous avons des échéances électorales, M. Ouattara trouve toujours le moyen de torpiller la Constitution. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une échéance électorale, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, chaque fois que M. Ouattara est confronté à une échéance électorale, il y a toujours une question liée à la Constitution. En 2010, candidat exceptionnel. En 2015, candidat dérivé. En 2020 aujourd'hui, candidat, comme dirait un de mes amis, qui est en Allemagne, candidat messianique. Parce que le terme messianique est juste, parce que Ouattara a présenté sa candidature comme un sacrifice. Donc le terme de messianique est vraiment avéré. Donc il est question de se mettre un peu, d'aller sur une chronologie des faits. M. Ouattara, c'est un fin tacticien. Mais un fin tacticien qui contourne la vérité et la justice. En fait, il est ingénieux quand il faut contourner la vérité et la justice. M. Ouattara est quelqu'un qui prémédite toujours, chaque fois il est en face de la vérité, il prémédite l'autre côté. C'est-à-dire des petits arrangements avec la vérité, sinon des gros arrangements. Qu'est-ce que je veux vous dire? Partons, on ne va pas partir en 93, parce que là je suis sur le chapitre du fait que M. Ouattara torpille les constitutions à chaque fois. Veut toujours les contourner. Donc on n'ira pas en 93, c'est pas M. Bernard Houdin qui me dira le contraire à travers son bouquin. Mais on va rester simplement à partir de 2016. Je vais vous donner une chronologie des événements. Et la chronologie des événements va me permettre de descendre enfin sur la question de la région parisienne. Vous voyez? Parce qu'ils en font tellement une victoire, donc je vais essayer de leur expliquer un petit peu. Alors, je vais leur dire simplement ces choses. C'est qu'en 2016, M. Ouattara a entrepris de modifier la Constitution. 2000, 2010, bon, allez, je vais la moderniser, tout ce que vous voulez. Déjà en 2016, nous avions commencé à dire, nous, leaders, avec le professeur Mamadou Koulibaly, de dire que ce monsieur, si cette Constitution passe, ce monsieur sera candidat en 2020. Le monsieur nous a juré par tous les dieux. Lui, ses militants, ses ministres, devant les députés, tout le monde. Je ne serai pas candidat. Mais non, vous vous trompez. 2016. Ok, la Constitution, avec l'aide de ses camarades, est passée. Est passée. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on arrive à un moment donné, on modifie la Constitution, on fait sauter le verrou de l'âge. Bizarre. Avons-nous besoin de se faire sauter le verrou de l'âge? Bon, on fait sauter le verrou de l'état de santé du président. 2016. Ok, elle est adoptée. On arrive enfin en 2020, année électorale. Depuis là, il n'y a pas de mauvaise foi. Hein. J'arrive. Ah si. Allez-y. Ah, si, c'est terminé, c'est terminé. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement pour bien montrer qu'en fait, en réalité, M. Ouattara, quand il est en train de faire quelque chose, il y a toujours une idée derrière la tête, mais une idée qui ne correspond pas à ce qui est légal. C'est ce que je vais essayer de démontrer en fait. Okay, c'est qu'on arrive, on fait sauter le verrou de l'âge. On va pas prendre 2 heures quand même. Non, on est là. Vous me laissez finir, mais je sais à quoi il joue. Donc ça, je suis très fort dans ça, vous ne vous inquiétez pas. Donc on fait sauter le verrou de la santé. Et puis on arrive en 2020. Là je vais aller très vite. 6 janvier, M. Ouattara fait une annonce d'une réforme constitutionnelle. Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Il est seul à bord. Il n'a pas d'opposition quasiment. Il a fait voler toutes les oppositions en éclats. Il a torpillé tous les partis politiques. Qu'est-ce qui motiverait qu'en 2020, on annonce une réforme constitutionnelle si on n'a pas une idée derrière la tête? Très bien. Non, mais j'arrive. Oui. Parce que je déroule en fait, parce que je veux vraiment arriver. Vous n'allez pas arriver dans une heure. On a une heure, donc on va y arriver. Rapidement. Oui, et puis après, je vous laisserai continuer. Ne vous inquiétez pas, vous prenez le même temps de parole. On arrive le 5 mars. M. Ouattara prend tout le monde apparemment à contre-pied. Il ne sera pas candidat. Je dis bien apparemment, à contre-pied. Mais il ne sera pas candidat avec une phrase: transfert du pouvoir à une jeune génération. Et là, rappelez-vous, on est sur le chapitre du fait que M. Ouattara a toujours torpillé les constitutions. Donc ne le perdez pas de vue, ça. Hein. Alors, je ne serai pas candidat, mais je transfère le pouvoir à une jeune génération. M. Ouattara ne transfère pas de pouvoir à une jeune génération. Ce n'est pas lui de décider si on transfère un pouvoir à une génération quelconque. Quand on ne veut pas se présenter, on ne se présente pas. Et c'est très bien. Le monde entier l'a salué. Certains l'ont présenté comme le Mandela de RHDP. Donc, ok, donc acte. Mais alors, on ne transfère pas à un... Laissez-nous continuer, peut-être que parce que là, vous allez prendre... On a une heure, s'il vous plaît, oui. On a une heure, le 17 mars. 17 mars. Oui, en fait, je vous donne la chronologie pour vous emmener sur... Allez-y, mais allez-y. On n'a qu'une heure. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, de toute façon, les sujets qu'on a, là, on est dans le premier sujet. On y va. Donc, ce qui se passe, monsieur Duro de Beng, ce qui se passe, c'est de dire, le 17 mars, on a la révision constitutionnelle qui est adoptée. On a quoi dedans? On fait sauter le ticket présidentiel, du vice-président. C'est-à-dire qu'on ne nomme plus, enfin, on n'a plus un ticket. Oui. On fait sauter le vice-président, on ne se présente pas, mais cependant le vice-président saute, oui. On le nomme. Oui, bien sûr. Il y a comme une intention cachée à la Medvedev, Poutine. Ok. Ensuite, on introduit le parrainage pour éliminer des candidats, et ça on le verra après, en disant qu'on a eu des élections transparentes. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On relève la caution à 50 millions. Une caution qui était de 20 millions, on la relève à 50 millions. Il va falloir que tu nous expliques ça après. Et après, je reviendrai là-dessus. Tout ça démontre très bien qu'à un moment donné, M. Ouattara, et je vais arriver après, puisqu'il faut laisser mon contradicteur parler, donc je vais arriver par là. Il en était temps, hein, cher. Voilà. Oui, naturellement. On a beaucoup à dire. À l'idée, on pose le débat. Il en était temps. Méthodique et voilà. Mais on ne le fait pas pendant 2 heures. Non, ça ne fait pas. Rapidement, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais j'ai fini, je m'arrête là. D'accord, très bien. Donc, on a révisé la Constitution, on a mis des parrainages, on a relevé la caution. En face de moi, on a dit qu'il a gagné. Allez-y. Merci. Allez, à vous. En face de moi, je sais que j'ai quand même un opposant. Mais comme le nom l'indique, hein, les opposants sont toujours opposés à même la vérité. Et qu'ils oublient, eux, ce qu'ils ont fait en leur temps. Je ne rentrerai même pas dans ça. Je viendrai sur Mamadou Koulibaly et la mauvaise foi du président Alassane Ouattara, comme il prétend le dire. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui a pris les 100 millions des élections présidentielles de 2010 ou 2015, je ne sais pas, pour entrer en brousse, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Ça fait partie déjà de la crédibilité de ce parti politique. Quand je parle de crédibilité, je parle de la crédibilité déjà de celui qui est à la tête. Et quand je vois le monsieur exprimer éloquemment cette mauvaise foi, dont dans tout ce qu'il a égrené, moi je ne vois pas. Parce que changer une constitution d'un pays, c'est qu'on sent que la constitution, elle est mal faite. Il faut l'ajuster. Est-ce qu'on peut donner Donnez-moi la partie qui est mal faite. Excusez-moi. Vous avez dit, on a sauté le verrou de l'âge. Oui. Après, on a sauté le problème de santé. Oui. Après, on a sauté la vice-présidence. Qu'est-ce qui est mal fait? Attendez. Je vous ai pas arrêté. C'est parce que vous étiez kilométrique. Il fallait s'arrêter. Vous êtes moins précis. À 2 heures. Monsieur, je suis en train de parler. Très bien. Si vous me laissez pas. Laissez parler monsieur Djombo. Si vous me laissez pas. Laissez parler monsieur Djombo de Beng, s'il vous plaît. Mais aujourd'hui, vous êtes autour aujourd'hui du président Bédié. Non, allez-y là. Laissez terminer, s'il vous plaît, monsieur Nali. Vous n'allez pas m'imposer une ligne directive. S'il vous plaît. Écoutez, ce que je vais vous dire. Allez-y. On est à 2, plus le modérateur, ça va faire 3. On a un débat pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Donc, monologuer,
n'est pas la bonne partie du débat et ce n'est pas... C'est aussi mieux. Je suis en train de vous dire, monologuer, ce n'est pas instruire les Ivoiriens. Mais il faut être clair. Précis, voilà. Je m'en vais sur votre mauvaise foi. Parce que ce qui m'a attiré l'attention, c'est la mauvaise foi. En première partie, le président Alassane Ouattara n'a jamais montré une seule fois qu'il était de mauvaise foi. Je vous ai montré avec précision et vous n'allez pas me le démentir que les 100 millions des élections, Mamadou Koulibaly les a pris et il n'a mené aucune campagne. Et même pire, il a dit, l'État lui devait, il a pris. Ça s'appelle une mauvaise foi. Je vous laisse continuer. Hein, oui, je continue. Oui, puisque vous voulez continuer. Donc. Vous m'avez parlé de sauter les verrous de l'âge. Mais oui, les verrous de l'âge. Il y en avait où? À tout âge, voilà comment on a dit, à tout âge, quand on a ses facultés physiques, morales, on peut prétendre diriger. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui au président Bédié d'être candidat. Celui aujourd'hui que vous prétendez être aujourd'hui le président du CNP, ou je ne sais pas comment vous dites ça, de cette rébellion. Vous nous avez parlé du parrainage. Comment vous voulez aller à une élection, monsieur, alors que vous n'êtes pas soutenu par votre peuple? C'est pourquoi on a demandé, nous, ou du moins le peuple ivoirien, à changer ça. A dit aujourd'hui que si M. Niali doit aller aux élections, il doit être représentatif un peu partout. Et je pense que c'est pas mauvais. Ça existe en France, ça existe au Mali, ça existe au Sénégal. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le problème, ce n'est pas Alassane Ouattara qui l'a fait. Vous nous parlez de 50 millions de cautions. Monsieur, vous avez que ça comme programme de gouvernement? Je pense que c'est pas avec ça que vous allez diriger un pays. Oui, monsieur. Oui. Vous avez parlé de caution dans la Constitution. Je viens. Vous n'avez pas ça comme programme de gouvernement. Comment voulez-vous qu'un président de la République, parce qu'on a vu des présidents qui sont venus, qui nous ont dit qu'ils avaient 31 000 dans leur compte. Mais avant de partir, ils avaient des milliards. Donc on se dit que pour être président de la République, il faudrait avoir le minimum quand même. Et ce minimum-là, je vous dis bien, ce minimum-là ne venait pas de la poche du candidat. S'il le pouvait, il le donnait. Sinon, c'était réparti aux militants. S'il le voulait, si le leader voulait, bien sûr. C'était ça l'objectif. C'était de dire qu'on a une assise dans le pays. Donc, quand vous venez vous asseoir devant des millions de spectateurs, de téléspectateurs, et nous parler de ça, pour dire que le président Alassane Ouattara est de mauvaise foi, je crois que vous allez vous revoir, mon cher ami. Vous êtes rentré dans le discours du député et de M. Jean-Yves Le Drian. Il n'a imposé rien à personne. Il a dit ceci ce jour-là, heureusement que nous avons tous regardé. Vous savez, l'opposition en Côte d'Ivoire a cette manie de prendre des bouts de phrases. Ils ne prennent pas l'entièreté des phrases. Et c'est pourquoi, sur ce même plateau, j'ai dit et je répète, qu'il y a beaucoup... dans le monologue, là. Non, pas du tout. Oui. Vous avez dit, écoutez, vous avez dit que c'était même au bord du mépris des Ivoiriens. Parce que Jean-Yves Le Drian a dit qu'il fallait que le président engage une discussion et le plus rapidement possible serait le mieux. Mais vous arrêtez de dire ça parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. C'est cette souveraineté qui a fait qu'aujourd'hui nous nous sommes dotés d'institutions fortes et pas d'hommes forts. Et c'est cette institution qu'incarne aujourd'hui le président Ouattara. Donc, arrêtons de faire croire aux Ivoiriens ce qui n'en est pas. D'accord, très bien. Sur la crédibilité du président. Monsieur Bouchou. Oui. Arrêtons de dire aux Ivoiriens ce qui n'en est pas. Il faut, à un minima, que quand on vient sur ce plateau, on arrête de réciter en fait sa leçon. Écoutez, non, mais j'arrive. Oui. On arrête de réciter en fait sa leçon. Il faut qu'à un moment donné qu'on prenne les spectateurs au sérieux. Et comme il l'a dit d'ailleurs, on est près de 50 000 personnes qui nous regardent. Oui, donc il faut voilà. De s'exprimer, voilà. Donc il ne faut pas qu'on raconte n'importe quoi. D'accord. Alors sur les 100 millions qu'est-ce que vous dites pour ça par rapport à... Nous allons revenir sur... les 100 millions. Non, c'est moi qui dis ce que je veux dire. Ok, donc nous allons revenir... Allons sur le vote. Oui, c'est là que nous sommes. Si vous voyez par exemple qu'on a le thème en fait, qui est le gagnant, c'est ça en fait, rencontre Bédié Ouattara. On est encore dedans. Vous modérez. On est sorti. Parlons des 100 millions, vous avez parlé de mauvaise foi. J'ai parlé. Parce que si nous partons, parce que les 100 millions, c'est pas lui qui les a pris. Si nous partons sur la base
de ce que nous avons vécu, parce qu'on est là pour ça en fait en réalité. Si nous partons sur la base de ce que nous avons vécu dans cette parodie et comédie électorale, eh bien on n'est pas en train de parler de 100 millions. On est en train de parler de la parodie électorale. Mais je vais arriver en disant que M. Ouattara, c'est même pas de la mauvaise foi. M. Ouattara a toujours été un tricheur patenté, un fraudeur notoire. Et ça, c'est vérifié partout. Monsieur, quand vous avez une CEI dont la liste est infectée de personnes qui sont mortes, qui votent, comment vous voulez appeler ça? C'est la CEI ou la liste électorale? Comment vous voulez... Non, non, la CEI ou la liste électorale, monsieur? Quand la CEI... Non, mais... Qui a fini la liste électorale? Définissez bien, parce que la CEI... Si nous m'interrompons à chaque fois, comment on fait? La liste électorale, il y a un modérateur ou pas? Écoutez... Voilà. S'il y a un modérateur, c'est très bien. Très bien. Voilà. Je vous laisse la parole. Voilà. Alors, quand vous avez une CEI qui vous produit une liste électorale qui est infectée de nombreuses erreurs et qu'on demande l'audit de cette liste électorale et qu'on est infichu de la produire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'on n'est pas capable de produire quelque chose de crédible. Monsieur Bochou. Oui. Ok. Mais, quand nous avons... Oui. Oui, mais votre présidence... Non, mais j'arrive là. Mais j'arrive. Parce qu'en réalité, le RHDP veut trouver des arguments pour s'attacher au... En fait, il s'accroche aux branches. Il n'y a pas d'argument là. Il n'y a pas d'argument. Pourquoi là, il me parle de quelque chose de 100 millions de 2015? Il n'y a pas d'argument là. Non, mais je suis en train de dire. Je suis en train de dire. De la Côte d'Ivoire. Je suis en train de dire que nous avons quelqu'un qui s'autoproclame président d'une république qui ne l'est pas. Et on est en train de dire qu'il a torpillé la Constitution depuis 2016. Il a mis tous les arguments qu'il fallait pour la torpiller. On est en train de dire ça à l'heure actuelle. On est en train de démontrer par A plus B que M. Ouattara a éliminé la plupart des candidats. Vous voyez l'histoire des parrainages. Nous avions obtenu 22 000 parrainages. M. Bochou, un leader. 22 000 parrainages conformes. J'ai pas dit. Le Conseil constitutionnel a pondu une ânerie de justification qui ne tenait pas la route, puisqu'on était incapable de justifier pourquoi on nous a éliminés. Incapable. Jusqu'aujourd'hui, on demande des preuves. Vous vous rendez compte? Oui, bien sûr. Ok. Donc, à ce moment-là, quand on élimine un candidat arbitrairement, et que sur 44 candidats, il y a 4 qui sont retenus, comment on appelle ça? Aujourd'hui, toutes les personnes qui ont soutenu M. Ouattara s'accordent à dire qu'il a eu que 8% de votants. 8% d'une liste électorale qui elle-même est déjà fausse. Puisque de 2015 à 2020, on n'a que 7 millions de personnes sur une liste. Alors que la Côte d'Ivoire, 70% des gens ont moins de 35 ans en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour obtenir 7% de vote, 7 millions de votants sur une population de 25 millions de personnes? Comment on fait? Si ça, ce n'est pas de la triche, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas. Maintenant, parlons encore une fois de plus. Donc, la CEI n'est pas consensuel. Il ne faut pas se leurrer. Tous les délégués locaux ont démissionné parce qu'ils ont compris qu'à un moment donné, c'était pas consensuel. On avait une CEI monocolore. Et on sait très bien ce qui se passe à la CEI. La Côte d'Ivoire a été coutumière de cela depuis 2010. On sait qu'on a... D'ailleurs, je vais revenir sur 2015, voilà. Elle n'a pas tellement changé. Elle n'a pas changé non plus. Là, on a juste changé un président de la République. On a juste changé le président de la CEI. Mais elle n'a pas changé. Alors, en 2015, il y a eu quelle élection? En 2015, vous avez vu encore. Là, aujourd'hui, on parle du taux de votants, enfin, du taux d'abstention de participants qui est très bas. Mais en 2015, c'était pareil quasiment. On n'en a pas parlé, mais c'était quasiment pareil. Mais ça n'a pas empêché votre candidat à se présenter, malgré Alors, je crois que vous venez absolument... Ah non, pas du tout. En 2015, je vous dis, ou en 2020. Par rapport, je veux dire en 2020. Bon, vous parlez d'irrégularité depuis 2015. Ah d'accord, ok. Mais, je veux dire, ça n'a pas empêché, malgré tout, à votre candidat, votre président, de se présenter en 2020. Oui, bien sûr. Voilà. Ah mais, il est candidat désigné de leader depuis mars 2018. Mamadou Koulibaly est aujourd'hui, comme il veut qu'on en parle, on va en parler. Oui. Mamadou Koulibaly est le candidat, aujourd'hui, enfin, était le premier candidat désigné. Parmi tous les candidats, c'était le premier candidat que nous avions, la seule formation politique en Côte d'Ivoire, qui savait depuis le 24 mars 2018, qui était son candidat aux élections présidentielles. Parce qu'à un moment donné, il faut se lancer dans la course. Parce qu'on espère qu'à un moment donné, le monsieur qui est en face de nous va peut-être jouer franc jeu. Un jour quand même, il va jouer franc jeu. On ne peut pas penser qu'entre 2015 et 2020, il va continuer à tricher. Parce qu'à un moment donné, on a cru que Ouattara serait quand même lucide pour se rendre compte qu'à un moment donné, il faut en finir avec le mensonge et la fraude. Et on se rend compte qu'en 2020,
Le monsieur a multiplié la puissance de fraude par 100, à peu près. En instaurant, alors je vais vous dire à monsieur, qui me parle de 50 millions de caution, qui détermine que c'est parce que quelqu'un a 50 millions dans son compte qu'il est crédible. Monsieur, je vais vous dire une chose. En fait, pour être président de la République, il ne faut pas avoir beaucoup d'argent forcément. C'est pas l'argent qui fait un président de la République. Attendez, si, c'est ce que vous avez quasiment dit. On a vu des gens qui avaient 31 000 et qui sortent milliardaires. Tout à l'heure, je vous ferai la liste de ce que le régime Ouattara a détourné. Et je pense que ça sera très parlant. On va parler de ça. Oui, ça on en parlera. Alors, voyez monsieur, quand vous me dites, par exemple, que il faut 50 millions pour démontrer qu'on a une assise, pour certaines personnes, 50 millions, c'est absolument rien. Monsieur Diomo, allez-y. Ce n'est absolument rien. Et si c'est ce qui vous permet de dire que quelqu'un a 50 millions, il a une assise, moi je me pose des questions. Premièrement. Deuxièmement, non, c'est pas perdu, c'est vous qui les perdez en ce moment d'ailleurs. Là vous les perdez en ce moment. En m'interrompant, vous les perdez. Parce que vous voulez nous démontrer que, parce que quelqu'un a 50 millions, il est plus crédible. Alors je vais vous dire une chose, c'est pas l'argent qui fait les idées. On se présente comme président de la République parce qu'on a des idées, parce qu'on a une vision pour le pays. Pas parce qu'on a 50 millions dans un compte bancaire. Monsieur Ouattara n'a pas de vision pour le pays? Mais j'arrive. Moi c'est M. Ouattara qui met 50 millions de caution pour pouvoir nous prouver que parce que quelqu'un a 50 millions pour le pays, il a une assise. Mais il a payé quand même ton leader. Mais j'arrive. Écoutez, attendez, je ne sais pas où ça m'amène en fait. Le fait qu'il ait payé, il se présente à une candidature, donc il paye, où est le problème? Puisqu'on lui impose, il est républicain foncièrement. Je t'emmène à dire la vérité aux Ivoiriens. Mais je n'ai jamais menti aux Ivoiriens comme M. Ouattara. C'est ce que tu es en train de faire. Non, j'ai pas fait ça. Vous voyez, on reste bien. Je suis en train de dire, puis là il me tutoie, ouais. Donc ça c'est la malice du RHDP en fait. Donc ce qui se passe, quand vous avez 50 millions dans votre compte bancaire, je l'ai déjà dit, ça ne signifie pas que vous êtes assis financièrement. Je peux vous démontrer ça par A plus B. Ce n'est rien du tout. Il y a des gens qui ont 50 millions qui pensent qu'ils n'ont rien. Par contre, être président parce qu'on a 50 millions, non, c'est pas ça. Si c'est ça que Ouattara considère comme... Mais je comprends mieux. Quand M. Ouattara nous dit, mais ils n'ont pas d'argent, il faut qu'ils disent, je vais leur emprunter de l'argent. Vous vous rendez compte? Qui avait parlé de 50 millions. Non, j'ai parlé de cela. Monsieur Diomo de Bang Bang. Non, vous avez justifié ça, justement. Ce que je suis en train de dire. Mais j'en ai parlé pour dire que pourquoi on peut augmenter la caution d'une présidentielle. C'est pourquoi je vous ai expliqué. Et donc, votre explication n'est pas du tout crédible. Parce que je viens de vous démontrer que quand on se présente à la magistrature suprême, c'est parce qu'on a un projet, c'est parce qu'on a une vision, c'est parce qu'on a une idée de la société. C'est pas parce qu'on a 50 millions. Idole, en fait. Vous m'envoyez sur... Vous n'avez jamais eu le temps de nous en expliquer. Ah ben dis donc. Voilà comment vous amène. En fait, il n'est pas constant ce monsieur, il n'est pas cohérent. On est sur un thème et non sur le programme. Vous voyez des visions. Je pas plus. Mais je vais vous parler de la vision tout à l'heure. Non mais je vais vous parler de vision tout à l'heure. Mais on n'est pas sur ce chapitre. Ordonnez les choses. Vous m'emmenez partout. Oui. On va parler du bilan. Mais il est brouillon. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, monsieur Gaucho. Mais monsieur Gaucho, choisissez bien. Ne laissez pas monsieur aller dans, je sais pas, une explication de 2 heures. C'est pas une réponse. Depuis qu'il commence, on va en arrière. Non, on va pas en arrière. Devant. On ne sait pas où on va. Alors, on va parler. Vous avez survolé les 100 millions. Bon. Vous savez pourquoi j'ai pas répondu. Attendez, monsieur, vous voulez parler des 100 millions ou pas? Oui ou non? Il peut pas. Bon, alors j'arrive. Non, je vais en parler. Je vais en parler. Ça lui fait tellement plaisir. Sans parler directement. Non, je vais lui en parler. Voilà, les 100 millions rapidement, on passe à notre. Je vais lui en parler. Parlez-moi de 100 millions. Je vais lui en parler puisque vraiment ça me dérange tellement. Oui, d'accord. Alors, ça me dérange. Parce que c'est l'argent du contribuable ivoirien. C'est les 100 millions. C'est les 100 millions, s'il vous plaît. 100 millions. Parlez-moi de 100 millions. Alors, monsieur, vous voulez que je vous parle de 100 millions? Mais c'est de ça qu'il s'agit, mon cher ami. D'accord. Vous savez, Mamadou Koulibaly a expliqué. Si vous venez vous asseoir devant moi ici, pour me dire que vous ne savez pas ce qu'il vous a expliqué, ne débattez pas avec moi. C'est très grave. Allez-y, monsieur. Non, je suis en train de vous dire ça, justement. Les 100 millions dont on parle, les 100 millions dont on parle,
Ouais. On va pas Les 100 millions dont on parle. Les 100 millions, ça fait 15 minutes. Les 100 millions, les 100 millions dont on parle. Je vais vous dire que ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Non, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Moi, en tant qu'Ivoirien, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Par contre, tout à l'heure, on parlera de vos détournements. Les impôts des Ivoiriens. Non, tout à l'heure, on parlera de vos détournements. Merci, s'il vous plaît. On va passer à 100 millions. On va passer à notre sujet. On va parler du bilan économique de la Côte d'Ivoire, de président Alassane Ouattara de ces 4 dernières années. On va parler de la croissance. Ouais. On va parler des infrastructures. Je vous laisse la main, monsieur. Alors, le bilan de monsieur Ouattara, il est réputé inattaquable. C'est-à-dire, on le récite comme une mantra. Hein. Le bilan inattaquable. Le bilan inattaquable. Lors de son allocution, que j'ai pas du tout envie de commenter, mais qui est à l'ordre du jour d'ailleurs, mais que j'ai pas envie de commenter, dans cette allocution de M. Ouattara, il y a une phrase qui est sortie et qui m'a fait sourire. M. Ouattara nous dit « Maintenant, je veux une croissance plus inclusive. » Il n'y a pas plus aveu d'échec que cette phrase. Et assez bizarrement, j'avais trouvé le discours beau en fait. Il était vide le discours, enfin il était beau le discours, dans la forme. Mais quand on regardait, monsieur, il nous dit, maintenant, il faut que la croissance soit inclusive. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années que M. Mamadou Koulibaly parle d'une croissance qui n'est pas inclusive. Je vais dire à monsieur que quand le mot inclusive, son contraire c'est exclusive. Donc elle était exclusive, qui en bénéficie? Voilà, on avait une croissance qui était exclusive. Qui? Les membres du RHDP. Seulement? Les membres du RHDP, et là c'est avec des preuves à l'appui. Je vous ai dit que nous ne parlons jamais sans méthode en leader. Quand nous parlons, nous avons toujours une démarche analytique, une approche analytique et méthodique des choses. Donc, je dis simplement que lui-même, M. Ouattara, a reconnu, et je me souviens très bien de cette interview avec M. Bois-Buvier et un autre journaliste de France 24, où le journaliste pose la question, oui, mais la Banque mondiale dit que vous avez un très bon bilan, et M. Ouattara très content, oui, justement, c'est ce qui intéresse les Ivoiriens. Et le journaliste persiste et lui dit, mais, oui, d'accord, mais sauf que votre bilan est en demi-teinte en réalité, puisque la croissance n'est pas si exclusive que ça, enfin, si inclusive que ça. Donc M. Ouattara l'a reconnu enfin. Quelque chose qu'il niait depuis le début. Il le niait depuis le début. Donc, on avait une croissance exclusive. Pourquoi elle était exclusive? Parce qu'il n'y avait que les membres du RHDP qui en bénéficiaient. Elle en bénéficiait comment? Par les détournements de deniers publics. C'est-à-dire? Alors, je vais vous faire une liste qui ne serait même pas exhaustive. Oui. Enfin, vraiment, même pas exhaustive. Alors, on a un budget de souveraineté de 342 milliards. Un budget de souveraineté du président de la République. 342 milliards dévoilés par la lettre du continent. M. Ouattara, toujours à son habitude, voulait porter plainte. Cette plainte, on ne l'a jamais vue. On a un budget de souveraineté de la primature qui passe de 20 milliards à 35, en 2012 à 35 milliards en 2018. On a à côté de ça tous les détournements maintenant. Allez, on y va. Mai 2013. Parce que ça c'est la chose qu'on a pris le temps de regarder. Mai 2013, 110 milliards pour réhabiliter les universités. On a limogé qui? On a limogé qui? Le pauvre directeur financier du ministère de l'Enseignement supérieur. Le ministre est resté en place. 110 milliards. 110 milliards. 110 milliards de nos francs. Vous avez le voyage de M. Tablan Duncan aux États-Unis qui a coûté 250 à 400 millions. Qui on a limogé? Le directeur financier de la primature. Vous avez, à côté de ça, en 2015, la prime des éléphants. 720 millions volatilisés. Vous avez à côté de ça le scandale de la filière Anarcade, 337 milliards. Et je me suis même pris, du coup j'ai envie de convertir 514 millions d'euros. 514 millions d'euros dans la filière Anarcade. Vous en déduisez quoi? J'en déduis simplement que lorsque on arrive, on est au pouvoir, on ne détourne pas l'argent du peuple. Et tout à l'heure il nous parlait de misérables 100 millions qui ont été pris et qui attendez, 100 millions, voilà, détournés soi-disant par M. Mamadou Koulibaly. Ça n'a pas été détourné. Voilà. Attendez, on va encaissé par M. Mamadou Koulibaly, mais je dis qu'on avait tous ces milliards. On n'a jamais eu d'impunité. On n'a jamais eu de démission. On n'a jamais eu de poursuite. Alors que nous avons une haute autorité de la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. D'accord. Très bien. Voilà. Mais je reviens encore. On y va. Non, mais allez-y. On va pas oui, mais allez-y. Là, je vous laisse parce que j'ai trop à dire. Donc, allez-y. Je vais venir sur les élections.
Ouais, Je vais venir sur les élections. On retourne. Parce qu'il a dit. En fait, il est brillant. Et c'est dommage. Attendez. Je vais vous dire. Vous avez dit. Il nous ramène aux élections. On est... de la Côte d'Ivoire qui est à 7 millions, alors que nous avons une population de plus de 20 millions. Mon cher ami, la CEI ne va pas te chercher dans ta maison pour venir te faire inscrire. Bon, alors là, je viens. Sur ce point, je vous arrête tout de suite. Vous êtes la CEI doit en permanence mettre à jour la liste électorale. En permanence. Pourquoi vous êtes en Si ça n'est pas le jour, si ça n'est pas le cas, mais parce que vous racontez des âneries. Allez-y. Laissez parler, monsieur. Allez-y. Pas encore insulté. Je vous ai pas encore insulté. Vous aurez l'amabilité de vous excuser parce que je ne vous ai pas encore insulté. Allons-y. Excusez-vous. Non, allez-y, discutez. Parce que Anéry, ça ne se dit pas à un débat d'intellect. Allez-y. Et je sais que vous êtes intellectuel, nous n'allons pas insulter les Ivoiriens. Tout à fait. Je vais pas vous laisser raconter tout et n'importe quoi. Oui, mais dites en même temps. Tout et n'importe quoi. Voilà. Tout et n'importe quoi. C'est vraiment tout et n'importe quoi. Vous ne voulez pas répondre. Je vous dis, la CEI ne viendra pas chercher M. X dans sa maison. Mais si elle décide à 2 semaines de lancer une ouverture, c'est un problème. À 2 semaines. Laissez parler. Pourquoi vous ne voulez pas laisser les gens s'exprimer? Allez-y. Mais si c'est ça, leader. Allez-y. 2 semaines. 2 semaines. S'il vous plaît. Laissez-le parler, monsieur Bodebaï. La CEI ne peut pas aller chercher les gens dans leur maison. Oui. La CEI enregistre celui qui a la volonté de venir vers elle. À 2 semaines. C'est pas à 2 semaines. La CEI va pas chercher. Tu viens vers moi, je te reçois, je t'inscris. Y compris les morts. Ça, c'est ton problème. Si les morts ont eu le temps de marcher, si les morts ont eu le temps de marcher, y compris les bébés de 6 mois. C'est ce que je suis en train de vous dire. On n'est pas en Guinée. Ah ben justement, c'est ce qu'on a vu. On a vu des fiches. On a vu la fiche qui était complètement infectée. Laissez-le terminer, vous répondrez s'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Niali, je vais vous dire que nous sommes là et nous sommes regardés. Peut-être qu'après les commentaires, vous verrez. Allez-y. Écoutez un peu. Je fais ça depuis tout à l'heure parce que ça va dans tous les sens en fait. Donc il faut le recadrer. Il faut le recadrer. Il faut le recadrer. C'est pas une contre-vérité. Bref, s'il vous plaît. C'est pas une contre-vérité. Ne vous énervez pas. Allez-y. Je ne suis pas énervé. Ceux qui sont arrivés, ils se sont inscrits. On a eu 7 millions et on est allé aux élections. D'ailleurs, vous avez empêché à 1 million d'exprimer leur devoir de vote, leur droit de vote, ce qui est grave. Vous tenez ce chiffre où? On nous a fait le compte rendu hier. Le président de la CEI nous a fait le compte rendu hier au journal télévisé. On a empêché 1 million de personnes de voter. Voilà. Donc, je veux vous dire, par exemple, votre croissance, dont vous parlez tant, avant de nous parler des détournements. La croissance se distribue de 2 manières, mon cher ami. Il ne faut pas aller à l'école de... Allez-y. Il ne faut pas aller dans des grandes écoles de finance pour le savoir. Ou en infrastructure, ou en espèces. Voilà comment on partage la croissance. En espèces? Quand je dis en espèces, en nature, si vous voulez donner le salaire et tout ça, augmenter, faire des budgets, augmenter et tout. En infrastructure, je vous dirais quoi? Le président Ouattara a réalisé des infrastructures depuis plus de combien d'années, ce qui n'avait pas été fait. Nous avons eu des infrastructures routières. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais aujourd'hui, quand vous allez en Côte d'Ivoire, vous savez quand même qu'on peut se déplacer d'Abidjan à Korogo aujourd'hui en moins de 6 heures. Parce que nous avons du goudron. Nous avons des routes. Vous êtes malade aujourd'hui à Abidjan, vous allez dans les hôpitaux, vous allez vous faire soigner. Il y a eu la CMU qui a été installée. Des villages de plus de 500 âmes qui ont été électrifiés. L'eau minérale a été donnée dans des villages que nous savons. Vous voyez, monsieur Niali, les parents, nos parents, autant bien sûr du président Gbagbo, avaient du mal à faire écouler, bien sûr, leurs produits agricoles. Parce que, je donne comme ça un exemple, des régions productrices de cacao ne pouvaient pas emmener leurs produits vers les zones pour les faire exporter, c'est-à-dire vers Abidjan. Aujourd'hui, nous voyons sur toutes les chaînes de Côte d'Ivoire où les paysans se réjouissent de ces infrastructures. Vous avez l'hôpital mère et enfant de Côte d'Ivoire, où aujourd'hui, madame la ministre qui doit faire un enfant n'a plus peur d'aller à l'hôpital, mais peut accoucher là-bas. J'en ai les preuves.
C'est pas fini. Bon. Monsieur Niali a D'accord, parlé d'accord, près de très bien, 15 mais bon, minutes. allez, bon, il a allez-y, fait un allez-y. discours fleuve D'accord. aux Ivoiriens. D'accord. Ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, mais vous criez vous aussi le temps. Regarde le micro là, quand vous parlez dans ça, Je ne peux pas m'énerver. Parce que Mais si, vous énervez tout à l'heure. Je ne suis même pas énervé. Bah, vous faites que ça depuis tout à l'heure. De m'énerver. Je vous laisse Ouais. encore un peu de temps. Et donc, monsieur Niali, quand vous allez aujourd'hui à Abidjan, quand vous voyez Abidjan, regardez 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière, au moment où monsieur Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale, mon cher ami, vous-même, avec votre âme et conscience, est-ce que quand vous regardez Abidjan, vous vous croyez où? Ça s'appelle de la redistribution de la croissance. Ah bon? Mon cher Niali, quand vous voyez aujourd'hui que des préfets qui étaient à pied, je dis bien qui marchaient à pied, qui profitaient même des voitures de transport qu'on appelle les Bakala pour aller d'une localité à une autre. Aujourd'hui, presque tous nos préfets ont des voitures neuves. Ça s'appelle de la distribution de croissance. Monsieur Niali, quand on augmente le salaire des fonctionnaires, ça s'appelle de la distribution des croissances. Monsieur Niali, quand vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire que nos forces de l'ordre sont habillées en treillis, nos forces de l'ordre ne sont plus habillées en basket, ça s'appelle de la redistribution de la richesse. Mais de quelle croissance inclusive vous nous parlez, mon cher ami? Exclusive, vous nous parlez. Il faut être concret avec nous-mêmes, monsieur Niali. Bon. Nous sommes en face des Ivoiriens. Voilà. Les Ivoiriens, vous avez, il faut pas mentir. Voilà, aujourd'hui, répondre, monsieur. Mais c'est le RHDP, c'est la violence. Là, il est en train d'aborder. Faut pas crier. Vous êtes capable de nous dire où est parti les 100 millions que votre leader est rentré en brousse. S'il vous plaît, monsieur a répondu. Voilà. Alors, infrastructure, c'est ce que je vous dis. CMU, route. Monsieur, répondez, monsieur Niali. Alors, je vais commencer par les hôpitaux. Les hôpitaux, très bien. Les hôpitaux. C'est pour ça que lorsque un membre du gouvernement est malade, on l'amène en dehors de la Côte d'Ivoire. Expliquez-vous. Je prends juste, puisqu'on a des institutions qui sont quasiment en panne aujourd'hui. Oui. On a un président du Sénat qui a eu le coronavirus. Hop, en Allemagne. Il y a encore aujourd'hui. Hein. Il y a encore aujourd'hui. C'est pour ça que les enfants des ministres suivent leur éducation en dehors du pays. C'est pour ça. Parce qu'on a une croissance qui marche bien. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'hôpital mère-enfant dont il a parlé à l'instant, et après je vais revenir sur la CMU, je vais lui faire une démonstration, parce que là il a touché un sujet qui m'intéresse. Alors l'hôpital mère-enfant, comment il est financé cet hôpital? Il est privé, il n'est pas privé, mais il est privé mais financé avec des fonds publics. Tout ça c'était démontré. Donc on a encore là une preuve de la gabégie, du népotisme, où les biens de l'État sont confondus avec le portefeuille d'un président, où on a une hyper-présidentialisation. Vous vous rendez compte? En fait, c'est ce type de gouvernance qu'on ne veut plus voir en Côte d'Ivoire. L'hôpital mère-enfant dont il parle est un hôpital qui est financé par les fonds de l'État, mais qui est un hôpital privé. En réalité, dont bénéficie Mme Dominique Ouattara. Depuis quand, dans un pays, un ministre peut offrir des ambulances par exemple? Depuis quand dans un pays? Laissez-moi terminer. Non, stop. Heureusement qu'elle a fait cet hôpital. Oui, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais pourquoi vous parlez de mon temps? Ben oui. Écoutez, je ne vous suivrai pas dans ça. Je ne vous suivrai pas dans ça. Le RHDP, c'est le désordre. Laissez-moi terminer. C'est un parti bordélique. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Vous avez parlé, je ne vous ai quasiment rien dit. Si, quand même. Je sens que vous êtes dans les corps. Non, pas du tout. Moi, je suis lucide, mon cher ami. Je suis lucide. Je reviens. Allez-y. Je reviens en disant, on a un gouvernement, un régime qui a 50 milliards, 50 ministres. Ce beau show. Ah ben dis donc, 50 ministres. Vous êtes en Côte d'Ivoire? 50 ministres. Est-ce que vous parlez de la Côte d'Ivoire? Mais laissez-moi terminer, mais est-ce que vous parlez de la Côte d'Ivoire? Je parle bien de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi nous sommes là. Alors, on a le train de vie de l'État qui est colossal. Vous avez un président le Sénat qui ne sert absolument à rien, qui nous coûte 100 milliards par an. 100 milliards. Vous pouvez l'investir dans les hôpitaux. 100 milliards. Donc c'est mal géré. Ah ben c'est super mal géré, évidemment. Mauvaise gestion. Mauvaise gestion, puisqu'aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai donné la liste des biens détournés. Il n'a pas eu à répondre à quoi que ce soit. Donc, parce que c'est la vérité. Les infrastructures. Alors, arrivons maintenant sur la CMU, qu'on nous a vendue à grande pompe. Alors, je vais vous dire une chose sur la CMU. Et là, par contre, c'est de la plus grosse arnaque qui existe.
La CMU, on nous dit pour 1000 francs par personne dans une famille, vous pouvez aller vous faire soigner quasi gratuitement. Pour 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs par personne, par foyer. Ok. Je ne sais pas quels sont les calculs actuariels qu'il y a eu dans cette affaire-là pour pouvoir dire que, d'abord, on n'a même pas changé, je veux juste remarquer, hein, CMU, on est encore dans la copie même de la France. C'est-à-dire qu'on n'a même pas poussé l'ingéniosité. On n'a même pas poussé l'ingéniosité. Mais j'arrive. Oh, ne vous inquiétez pas, j'arrive, monsieur Djomo. En fait, il est inquiet. Il est inquiet. J'arrive. Là, on est sur mon terrain. On est sur mon terrain. Donc, je suis en train de vous dire que même le sigle CMU n'a pas été changé. C'est-à-dire que la couverture maladie universelle, on a copie de France. Alors, on se met. Ah bon, d'accord. Vous vivez bien en France. Est-ce que vous ne vivez pas en France? Monsieur Djomo. Non, il me dit, est-ce que je vis en France? On est en Côte d'Ivoire, il me dit, je vis en France. Bon, ok, on va y arriver. Laissez-moi finir sur la CMU. Quand vous parlez de quelque chose, j'en parle, vous rigolez parce que vous cherchez vos mots. Non, je ne cherche pas de... Mais laissez-moi finir, vous voyez. Je vous dis qu'il est perdu. Je vous dis qu'il est perdu. Je vous dis qu'il est perdu. Alors, monsieur Djomo. J'aurais pas dû faire ça. Oh, si, arrêtez. Vous êtes perdu. En fait, ce que je suis en train de vous expliquer, vous avez mis en place une CMU et vous fanfaronnez là-dessus. Aujourd'hui, je suis persuadé que vous n'avez aucun bilan sur la CMU. Parce que pourquoi? Parce que ne serait-ce que le sigle a été copié, ne serait-ce que le modèle économique du CMU a été copié sur la France. Mais vous savez, lorsque la France demande de cotiser, de prélever de l'argent sur nos salaires pour pouvoir nous faire soigner gratuitement, c'est parce qu'en France, on a un taux de chômage qui fait 9%, 8% avant la Covid. Dans un pays où le taux de chômage est de 90%, comment vous voulez arriver à pouvoir, Banque mondiale, hein, comment vous voulez arriver à faire en sorte, ben oui monsieur, moi je parle avec des chiffres. Tout à l'heure en aparté, vous m'aviez dit que les chiffres, vous aimez pas ça. Bon, là c'est la preuve. Donc, alors, là ce que vous dites, 90% des gens sont au chômage. Donc vous ne pouvez pas financer la CMU avec les revenus du travail. Il n'y aura pas assez de cotisants pour permettre à tout le monde de pouvoir se soigner gratuitement. Donc ce qui veut dire que c'est un leurre, ça n'a pas de sens. On ne copie pas un système qui marche ailleurs et on le reporte directement en Afrique où on a 90% de chômeurs, où la plupart des métiers sont des métiers informels. Monsieur Djomo, sont des métiers informels parce qu'on a passé le temps à former des délinquants dans ce pays. On a passé du temps à former des délinquants. On n'a pas juste joué sur l'emploi des jeunes. Laissez-moi arriver. Laissez-moi arriver. Je suis en train de parler de la croissance là. Alors, vous voyez, donc, la CMU ne pouvait pas être marché. Ça ne répondait à aucune logique actuarielle. Aucune logique actuarielle. Quand on parle d'actuariat, l'actuariat, c'est ce qui permet de fixer le taux de couverture de l'assurance maladie. Donc, ça ne répondait à aucune logique actuarielle. On ne peut pas demander à des gens de prendre 1000 francs. 1000 francs pour pouvoir se soigner gratuitement dans un pays où on a 90% de chômeurs. En France, on le fait parce que c'est le travail qui supporte le financement de l'assurance maladie. On a compris. Alors, ok, deuxièmement, sur les infrastructures, il y a eu des infrastructures. J'arrive. Alors, les infrastructures, on va dire un mot, tenez. Oui. Si c'est des contrats à la PF à courir, où je fais des surfacturations, prenons le pont, le fameux pont Henri Conan-Bédier. Mais c'est la plus grosse arnaque du siècle. Expliquez-vous. Alors, quand je paye du péage, et que j'ai pas réussi à couvrir, en fait, ce que ceux qui ont construit le pont ont dépensé, eh bien, je décaisse dans les caisses de l'État presque 500 milliards que je reporte à ceux qui ont construit le pont, en l'occurrence Bouygues. Encore du copinage. Et le gouvernement de M. Ouattara nous a habitués à de la surfacturation. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il faut... Tous les autres, mais il fait que ça. Les routes, le stade les routes. Le métro. Bah, attendez, le stade Bimpe, c'est pas lui. C'est les Chinois qui l'ont offert à la Côte d'Ivoire. Donc ça aussi, il a fanfaronné. Regardez par exemple, le stade Bimpe a coûté 63 milliards. La rénovation du stade Félix Houphouët-Boigny, c'est une blague. La rénovation, 65 milliards. Faut m'expliquer où est l'erreur. Comment on fait pour arriver à 65 milliards? La rénovation coûte plus cher que ce qu'on vient de dire. Donnez-moi la base. Sur quelle base vous calculez ça? On le sait. Moi je ne le sais pas sans calcul. Je veux des calculs. Vous travaillez dans. Je veux des calculs. Comment vous faites pour avoir la rénovation coûte plus cher? Je reviendrai dessus. Encore une ânerie sans Vous avez dit tout à l'heure, mon cher ami, que. Non mais j'ai pas fini en fait. Non mais j'arrive. J'ai pas fini. Vous n'allez pas terminer. On vous connaît. En antenne, le monsieur m'a dit tout à l'heure qu'il ne
n'aime pas les chiffres. Je vais te dire. J'ai dit ceci hors antenne. Ne vous énervez pas, calmez-vous. Pas du tout. Calmez-vous. Je vous ai dit ceci hors antenne, si vous m'avez bien écouté. Parce que l'opposition a souvent tendance à ne pas écouter et à... Moi, je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Je vous ai dit ceci, j'ai dit, moi, les chiffres... Vous n'aimez pas. Je n'en parle pas. Non, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. Vous parlez de croissance à 2 chiffres. Non, j'ai pas parlé de ça, moi. C'est vous qui en avez parlé. Mais il faut pas qu'il m'appelle ce que j'ai pas dit. Vous répondrez. J'ai pas dit ça. Vous nous parlez de 60 milliards du stade BNP, par exemple. 63 milliards précisément. Vous avez dit. Oui. Mais moi, oui. Mon frère qui se trouve à Séguéla. Oui, votre frère, bon, enfin, on n'a aucune base de calcul pour ça, mais bon, allez-y. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mon frère qui se trouve à Séguéla. Oui. Qui me parle et qui me dit, mais croissance à 2 chiffres, ça veut dire quoi? C'est pas ça. J'ai pas parlé de ça, moi. Hein? Non, je suis en train de vous dire. Ah, ça, c'est dans votre tête, ça. Dites-vous que vous devrez parler à des Ivoiriens qui doivent comprendre. Et j'ai pris. Mais ils comprennent parfaitement ce que j'ai dit. Et j'ai pris. Jusque-là, je comprends parfaitement. Ne rentrez pas dans les chiffres, vous ne les maîtrisez pas. Laissez. Bon, écoutez. Vous ne les maîtrisez pas. Il peut répondre. Oui, j'ai pris l'exemple du président Gbagbo. J'ai dit, ce monsieur-là, il s'adressait dans un langage que l'Ivoirien qui était au fin du pays comprenait. Mais il parlait pas en chiffres. Il parlait en français. À un moment donné, il faut parler en chiffres. Français soutenu. À un moment donné, quand vous nous parlez du Sénat qui est budgétivore, oui, de ceci qui est cela, oui, vous avez toujours dit, oui, depuis que le président Alassane Ouattara est rentré en Côte d'Ivoire en tant que président du comité interministériel en 93, que tout ce que ce monsieur fait est budgétivore. Mais quand vous venez au pouvoir, vous n'avez jamais dissous aucune de ces... Mamadou Koubé n'a jamais été au pouvoir. Précisément. Mais il n'a jamais été au pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir. Il n'a jamais été au pouvoir. A été président de l'Assemblée nationale. Il a été ministre de l'économie et des finances. Ah ben si, on va y arriver ça tout à l'heure. Non, mais vous dites qu'il a été au pouvoir. Non. Il n'a pas dirigé le pays. Mais il a été deuxième personnalité. Qu'est-ce que vous appelez diriger? C'est pourquoi j'ai dit vous êtes en train de vous perdre, mon cher ami. Ne vous perdez pas. Parlons chiffres. On est en économie là. Là, on n'est pas à la maison. On est en économie. On y va. On parle chiffres. On parle chiffres en économie. Laissez terminer, monsieur. Mais oui, il ne veut pas me laisser parler. Non, vous êtes perdu surtout. Quand le monsieur me dit, il est en train de faire perdre le fil du débat à ceux qui nous écoutent, à nous dire que le président Ouattara a fait des surfacturations ou des copinages. Mais est-ce que ces copinages pour lesquels les travaux ont été faits n'existent pas? Bon, je vais lui répondre ou pas? Attendez, il va terminer. Ça existe. Quand vous nous parlez aujourd'hui du pont à péage, il existe bel et bien. Quand vous nous parlez des autoroutes, ils existent. Quand vous allez de la côte d'Abidjan à Bassam, l'autoroute existe. Quand vous allez peut-être, je ne connais pas votre village qui a été électrifié ces 2 jours, le courant il est là. Quels que soient les chiffres que vous allez donner, c'est le concret qui compte pour le monsieur qui est dans mon village à Kama-Belleville, pour le monsieur qui est chez moi à Siana, pour le monsieur qui est chez moi à Kouama, pour le monsieur qui est dans la région du Séguéla. C'est ça qui compte. Parce que vos chiffres, pour faire endormir le peuple, c'est le même chiffre qui vous a fait voler les 100 millions que vous ne pouvez pas nous expliquer. Non mais, laissez-moi lui dire. Parce que c'est 100 millions. Il est énervé. Il y a un point. Parce que c'est 100 millions. Tellement gardez votre sang-froid. Non mais je suis fort. Gardez votre sang-froid. Parce que c'est 100 millions que vous avez volés au peuple. C'est grâce à vos chiffres que vous les avez volés. Le peuple ne veut pas ça. Parce que ça fait partie de nos impôts. Des impôts des pauvres agriculteurs. Et vous vous foutez de ces agriculteurs en faisant quoi en plus? En allant chercher des communicateurs extérieurs et venir insulter Mais oui, on a été obligé de rapatrier une. Vous le savez. Vous avez gueulé ce jour-là, en ce moment-là. Vous êtes rentré sur vos grands chevaux. Mais elle n'est jamais revenue. Parce que je trouve inconcevable. Je dis bien, je trouve inconcevable que pour un éminent... Là, on change là. On change là. Vous voyez, on va dans tous les sens, mais c'est dommage. Attendez, vous allez répondre. Un éminent... Mais oui, on n'a pas le temps. Vous êtes assis, monsieur. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez le temps. Parce que quand on rentre dans ce que vous faites, vous perdez. On était en économie à l'instant et là on part maintenant sur quelqu'un qu'on a explosé. Je vous parle d'économie. On a fini l'économie. On est en train de dire maintenant ce que vous faites qui n'est pas bien. Quand vous allez à l'extérieur, on va revenir là. Quand vous allez à l'extérieur, recruter des personnes soi-disant communicantes pour venir insulter votre propre peuple qu'on rapatrie et après que vous vous montez sur vos grands chevaux pour chanter partout. Oui,
le président Ouattara est dictateur, on n'a plus besoin de parler. Mais il faut arrêter. Nous, on parle plus de ça, on parle des réalisations en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, l'heure n'est plus à ça. Mais sérieusement. L'heure n'est plus à ça. Le bilan du président Ouattara. Calmez-vous, monsieur. Je suis en train de parler. Quand vous parlez, je n'écris pas. Le bilan du président Ouattara est visible. D'accord, très bien. Donc, vous allez reprendre les questions. Allez-y à d'autres chiffres. Mais moi, je veux des bilans concrets. Voilà. Alors, écoutez, on ne fait pas d'économie sans chiffres. D'accord. C'est pas possible. Moi, je veux que l'Ivoirien qui est au fin fond du pays comprenne ce que vous dites. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur. Allez-y. Allez, je vais vous dire une chose. Et là, on va rentrer, parce que là, il me dit que, je confirme que hors plateau, il m'a dit qu'il n'aime pas parler chiffres. Parce que les chiffres, donc on va parler chiffres en économie. Donc, je réitère, comme il a parlé des hôpitaux, c'est pour ça que lorsque M. Ouattara est malade, il vient se soigner à l'étranger. Si c'était si bien, pourquoi il ne se soigne pas en Côte d'Ivoire? Bon sang. L'éducation, c'est une catastrophe. L'éducation est une catastrophe. Monsieur, on a les livres des enfants sont truffés de fautes. Voyez, regardez, on n'a pas eu l'occasion d'aborder le point, mais c'est pas grave, moi je vais l'aborder. Voyez le jeune qui joue au football avec la tête de son camarade. C'est triste, non? C'est-à-dire que à quel niveau on tombe? Mais j'arrive. Je donne tout à l'heure le fil conducteur. Le fil conducteur. Oui. Les tueries de Mbato. Voilà, on va arriver. J'arrive. Je ne quitte pas. Mais laissez-moi finir. Non. Je ne quitte pas. C'est mon fil conducteur. Vous voulez des chiffres? Il a peur. Vous sortez des chiffres? Je sors. Vous allez à Mbato. Bon, voilà. Je suis en train de dire, le fil conducteur. Je suis en train de vous dire. Lorsque vous avez 90% des jeunes, je viens de le dire à l'instant, dit par la Banque mondiale ou la BAD, que 90% des emplois en Côte d'Ivoire ne sont pas de nouveaux des emplois stables, ce sont des emplois dans l'informel. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Que un Ivoirien sur deux est au chômage, c'est pas moi qui le dis, c'est la Banque mondiale qui le dit. Et quand on nous dit, par contre, là où je vais arriver maintenant, quand vous avez qu'aucune université ne s'inscrit dans les 200 meilleures universités africaines, il y a un problème, cher ami. 200 meilleures universités d'Afrique, il n'y a pas une seule université ivoirienne. Le jeune homme qui a tué il n'y a pas très longtemps son camarade dans les tueries d'Mbato ou de Daoukro, ce jeune homme a visiblement et manifestement des talents pour être bouché. Puisqu'il peut couper la tête de quelqu'un. Donc il peut être bouché. Pourquoi est-ce que ce jeune homme, on n'a pas permis que ce jeune homme, qu'on lui donne une formation? Tout ça, c'est l'économie. C'est la croissance. Il faut former les jeunes. Au lieu qu'à M. Ahmed Bakayoko se mette là comme une loterie et qu'il dit, je vais donner du boulot à 2 jeunes ici, lors d'une manifestation du RHDP. Et des jeunes s'excitent, courent. On ne connaît pas leur CV, on ne connaît pas leurs compétences. Cependant, ils vont trouver du boulot dans le cabinet d'Ahmed Bakayoko. Il faut m'expliquer comment on fait. Autant du FPI, mon cher. Je ne suis pas dans le FPI. Je ne suis pas FPI. Voilà. Je ne suis pas FPI. Mais alors, j'arrive. Mamadou Koulibaly a un passé. S'il vous plaît. Mamadou Koulibaly a un passé. Ce jeune homme qui a tué son ami et qui visiblement a un talent pour être bouché, puisqu'il peut couper la tête d'un mouton, eh bien, on lui aurait donné une formation. On ne lui aurait pas donné l'occasion d'être sanguinaire. Aujourd'hui, il serait en train de travailler à son propre compte en tant que boucher, par exemple. Ça, oui. Mais ce travail n'a pas été fait par le RHDP. Et ça, c'est grave. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Si le RHDP avait sérieusement fait le job qu'on avait confié, enfin, que le peuple, une partie du peuple a confié à M. Ouattara, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui à ce qu'il se fasse vomir par le peuple Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que nous, un leader, comme il parle de programme, j'ai le temps de lui dérouler notre programme. Vous voyez, en thème. Mais oui, mais vous voyez, je sors des chiffres et je vais dans de concret, frère. Je sors des chiffres et je vais dans le concret. Parce que des chiffres qui ne reflètent pas la réalité. Mais du coq à l'âne. Non. Je parle du coq à l'âne. Je parle de ce jeune homme qui est désœuvré, qui n'a pas de travail et qui trouve son plaisir à tuer un autre jeune homme parce que le gouvernement. Ça a quoi à voir avec les chiffres? Ça a quoi à voir avec les chiffres? Ça a quoi à voir avec la croissance qui n'inclut pas les Ivoiriens, qui ne leur donne pas du travail. La croissance induit la création. Parlez doucement, cher ami. Calmez-vous. La création des richesses. Et s'il n'y a pas de création des richesses, il n'y a pas de travail. Et s'il n'y a pas de travail, cher ami, ces jeunes-là, dans un état irrationnel, vont se retrouver à trancher la gorge de quelqu'un parce qu'on lui aurait dit simplement que si Bédier vient au pouvoir, on va donner le pouvoir, on va exterminer les gens du Nord. En son temps de... Parce que obscurantisme. Au temps où il était... Attendez. Une croissance donne du boulot aux jeunes. Là, parce que ça devient intéressant. Une croissance donne du boulot aux jeunes. Merci.
Et s'il n'y a pas de boulot pour les jeunes, ils se transforment en bouchers de la chair humaine. Merci beaucoup. C'est ce que ça veut dire. Alors, bon, très bien, on a compris. C'est là où je voulais arriver. Donc, vous allez répondre de moi. Je reviens une dernière fois sur... Non, je réponds. Attendez. Monsieur Niali, une croissance qui ne donne pas de boulot, n'est pas une croissance inclusive. C'est une croissance exclusive dont bénéficie monsieur Ahmed Bakayoko et tout le monde. Monsieur Niali, je réponds. Le Premier ministre de la Défense fait un très grand boulot. Si vous voulez. Aujourd'hui. Oui, je ne sais pas lequel, mais bon. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko fait un très grand boulot. Par exemple. Je salue le grand boulot. Ne recitez pas, s'il vous plaît. Il vous regarde, ne vous inquiétez pas, vous serez récompensé. Je salue le corps diplomatique de ce monsieur, son côté diplomatique et son côté réconciliateur. Merci. Et je vais vous dire quelque chose, monsieur Niali. Quand vous parlez du jeune Dumbato qui devrait être bouché, peut-être qu'il n'a pas eu la formation grâce au RHDP. Au moment où vous étiez au pouvoir... J'étais pas au pouvoir. Je termine, il faut arrêter. On n'était pas au pouvoir. C'est terminé. Monsieur Niali. On a compris. Et je vais revenir d'ailleurs sur le pouvoir de Mamadou Koulibaly tout à l'heure. Monsieur Niali, calmez-vous, monsieur Niali. Vous êtes assuré, vous m'avez dit. Vous n'allez pas faire comme ça pour avoir des souscripteurs, mon cher ami. Calmez-vous. Calmez-vous, mon cher ami. Il faut que nous écoutons. Dis quelqu'un qui n'aime pas les chiffres et qui parle d'économie. Je vous ai dit, vous êtes assuré. Vous n'allez pas atteindre le dis quelqu'un qui parle de chiffres. Moi, quand vous étiez, quand Mamadou Koulibaly était président de l'Assemblée nationale, il y avait Boga Doudou qui était ministre de l'Intérieur. Et en ce moment-là, moi, j'étais à Lakota. Comme vous nous dites que c'était du favoritisme dans le travail. J'étais à Lakota. Et Boga Doudou, à Lakota, donnait ou faisait rentrer à la police tous les jeunes de Lakota. Mais pourquoi ça a quoi de différence à aujourd'hui quand vous mentez sur nous? Quand vous dites des contre-vérités? Non, je viens, mon cher ami. Vous nous dites que c'est du favoritisme. C'est ce que vous m'avez dit. Que Ahmed Bakayoko le premier ministre Ahmed Bakayoko va faire un meeting au RHDP et il dit je vais vous donner du boulot. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit quoi? C'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, vous avez bu ou quoi? Donc vous n'écoutez pas. Vous avez bu? Donc vous n'écoutez pas. Non, j'ai pas. C'est pas ce que j'ai dit. Peut-être que vous avez. Je vais vous expliquer. Vous allez continuer. Non, juste ce point, je vais vous expliquer. Continuez. Non, Jomo de Beng. Je vais vous expliquer ce que vous avez dit, ce que j'ai dit. Comme ça vous facilitera la tâche. Allez-y. Voilà. J'ai dit par exemple. Ils sont tellement incapables de donner du boulot à des jeunes gens que lors des journées de la jeunesse organisées par Mamadou Koulibaly. Mamadou Touré, pardon. Vous perdez, Mamadou Touré. Revenez. Par Touré Mamadou. Vous êtes perdu. Par Touré Mamadou. Vous êtes perdu. On arrive à ce que monsieur Ahmed Bakayoko prenne la parole. Et qui dit... Premier ministre. Non, à l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Encore. Oui. Ça date, vous n'aimez pas le passé. C'est toujours le RHDP. Mais vous n'aimez pas le passé. Ça fait 10 ans de pouvoir. Donc c'est pareil pour nous. On parle du passé. Mais c'est 10 ans de pouvoir. Mais vous n'aimez pas qu'on parle du passé. Bon, ne m'embrouillez pas. Je suis en train de vous dire. Vous n'aimez pas le passé. Ce que je suis en train de lui dire à monsieur Diomo de Beng. Je continue. Dans le nom. Monsieur Diomo de Beng. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire que vous avez tellement été un fichu de donner du boulot aux jeunes gens, que même pour pouvoir recruter des jeunes, monsieur Diomo de Beng, Ahmed Bakayoko, lors des assises de la jeunesse, je crois en 2017 ou en 2018, j'en sais rien, se lève du haut, se lève et il nous dit, je suis en tant que ministre, il faut que je joue mon rôle. Aujourd'hui, j'ai décidé de donner du boulot à 2 jeunes. Dans mon ministère. Alors, et il prend là-bas. Si c'est comme ça qu'on donnait du boulot à de la jeunesse dans un pays, ça se saurait. Ok, c'est bon là. C'est ce que je voulais dire en fait. Voilà. Alors, en son temps. Attendez, vous allez répondre. Oui, allez-y. On arrive à la fin, donc vous allez répondre et on va terminer sur les événements d'Mbato. D'accord. Et ensuite, après, on finira. D'accord. Donc, je vous laisse répondre et vous répondez aux événements d'Mbato. Merci. Quand je reviens toujours, parce que je vous ai clarifié, parce que c'était nécessaire. Le passé, c'est la reconstitution du passé. Vive le présent et préparer le futur. C'est pourquoi, d'ailleurs, j'étais en train de vous dire, non, c'est la définition de l'histoire. Non. L'histoire, c'est la reconstitution du passé, vive le présent et préparer le futur. Vous étiez au pouvoir. Quand vous parlez du Premier ministre aujourd'hui, de cette manière désinvolte, ce que je suis en train de vous dire, c'est que en son temps, vous avez monsieur, votre président de leader, qui était président de l'Assemblée nationale, et en son temps, il y avait un monsieur qu'on appelait Charles Blé Goudé,
qui était le général des Patriotes, qui, dans un passé pas trop loin, est allé à l'état-major. Il a réuni plus de 100 000 Ivoiriens. D'après, je ne sais même pas, 100 ou 10 000, je ne sais plus. Il leur a dit, demain vous êtes tous militaires. Parce que, soi-disant, vous devez défendre la patrie. Alors, le premier ministre, de vos dix, il a choisi 2. Lui, il en avait choisi 100 000. Pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est toutes ces contre-vérités, les Ivoiriens ne vous croiront jamais. Parce que vous ne leur dites pas la vérité. Ce langage de vérité, il faudrait que nous l'ayons. Et ce langage de vérité, c'est ce qu'aujourd'hui le président Ouattara est en train de dire. Oui, nous allons à la paix. Nous n'allons pas rester à envenimer. Nous n'allons pas rester là à faire tourner la tête des Ivoiriens, à faire croire aux Ivoiriens que rien ne... Non, je termine. Non, mais je viens, mon cher ami. Les événements d'Mbato, s'il vous plaît. Non, j'ai pas fini. Bon, rapidement. Qu'est-ce qu'il va dire de plus? Je vais dire quelque chose, parce que là, il fait une digression. S'il vous plaît, laissez-le. Démontrez aux Ivoiriens que nous avons dépassé... Mais je viens de parler de détournement depuis tout à l'heure, vous n'avez même pas répondu à une seule fois. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Démontrez aux Ivoiriens que nous avons plus que ça. Et que vous, aujourd'hui, nous avons tous intérêt, vous, votre président Lidl, et le RHDP à sa tête, le président Alassane Ouattara, et son dynamique premier ministre Ahmed Bakayoko, sont en train de tendre la main à l'opposition. Et d'ailleurs, je m'en réjouis, parce que le président Gbagbo, après 9 ans d'opposition à ce pouvoir, reconnaît enfin qu'il y a une institution en place qui est dirigée par le président Alassane Dramane Ouattara et qui est à sa tête de son gouvernement le premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, que je salue au passage. Voilà, les événements d'Mbato, s'il vous plaît. Un mot sur à moi ou à lui? On va commencer par vous et on va terminer et ensuite... Les événements d'Mbato, mon cher ami, ça ne me réjouit pas d'en parler. Je ne me réjouis pas. Parce que là où il y a un Ivoirien qui meurt, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Je sens que nous sommes tous sensibles à ce qui s'est passé à Mbato. D'ailleurs, je m'incline, comme le président l'a déjà fait, devant la dépouille mortelle de toutes ces personnes, de toutes ces innocentes qu'on a appelées à la rue. Mais j'ai dit ceci, et je salue là le professionnalisme de nos forces de l'ordre, qui n'ont tiré aucune balle. Merci à eux, à commencer par le chef d'état-major, M. Lansine Doumbia. Oui, nos forces de l'ordre sont restées républicaines. De l'armée de terre à la gendarmerie, de la gendarmerie à la police. Au passage, je leur dis félicitations. Mais j'ai dit ensuite que la faute incombe à ceux qui les ont appelés à la rue. Parce que, comme vous avez dit, au lieu de promettre du travail, ce qu'a fait le RHDP, l'opposition a promis la mort à ces jeunes, qui malheureusement aujourd'hui endeuillent la Côte d'Ivoire. Et au passage, je dirais toute ma compassion à monsieur le préfet de Mbato, ce monsieur épris de talent, cet administrateur fin qui a aujourd'hui sa région endeuillée. J'ai envie de dire, grand frère, amenez-c'est, allez à Koto Labra. Merci. Voilà. Les événements d'Mbato, M. Niali. Okay, merci beaucoup. Effectivement, je ne sais même pas ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Parce que il y a quelque chose d'irrationnel. Mais je ne veux même pas qu'on reste simplement sur les événements d'Mbato, en fait. Parlons de Dabou. Parlons de Toumoudi. Parlons de Saïwa. Toutes ces villes où des personnes ont été tailladées à la machette. Dans un premier temps, on ne peut que les constater. On ne peut faire que ça. Mais si on est sérieux, si on est responsable politique et qu'on est sérieux, on ne va pas rester simplement dans l'émotion.
pas rester que dans l'émotion. J'ai vu que monsieur n'a regardé que Mbato, en fait. Parce que c'est ce qui a marqué l'actualité. Ce qui démontre, en fait, que même dans l'inconscient du RHDP, la mort n'a pas de valeur, en fait. C'est-à-dire, c'est le dernier fait qui a été relaté le plus, c'est ce qui retient l'attention du RHDP. Mais tout à l'heure, moi, j'ai parlé de Mbato, j'ai parlé de Toumaudi, j'ai parlé de Dabou, j'ai parlé du plupart du crew, j'ai parlé de tout ce monde-là. Saïwa, Gagnoua. Je parlais de cette Côte d'Ivoire qui est meurtrie aujourd'hui. Mais une fois qu'on a dit ça, sortons un petit peu de l'émotion. On sort un peu de l'émotion. Et il faut toujours établir une relation de cause à effet. C'est important. Il faut établir une relation de cause à effet. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune? Qu'est-ce qui peut pousser un jeune à avoir une dépouille mortelle, taper dans la tête de ce jeune homme, d'un autre jeune homme décédé, et qu'un autre vienne prendre sa machette pour nettoyer le sang qui gicle? Qu'est-ce qui peut pousser? On peut soutenir quelqu'un, mais par la limite de l'insoutenable quand même. Quand même pas, monsieur Bochot. Quand même pas. Et donc, les événements de Bochot, la première chose, c'est une absence de liberté dans ce pays et un discours armé. Une absence de liberté. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, le titre 1 de la Constitution ivoirienne, le titre 1, l'article 20, dit clairement que la liberté d'association, de réunion, de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Je reprends. Le titre 1, l'article 20 de notre Constitution que Ouattara a promulgué le 8 novembre 2016 dit clairement que la liberté de réunion, d'association et de manifestation pacifique sont garanties par la loi. Alors, très souvent, je vois dans les discours des patrons de monsieur qui disent... J'ai un nom. De monsieur Djomo, si vous voulez. Monsieur Djomo de Bang. Dans le discours de ces patrons, notamment Big Togo et... Arrêtez le mépris. Hein. Et surtout du Big Togo... C'est ce mépris qui a emmené aujourd'hui Gbagbo à la haie. Monsieur Big Togo et monsieur Adjoumani, qui disent, comme une mantra, qu'ils recitent, oui, mais ils sont assis chez eux et ils envoient les enfants des autres à l'abattoir. Alors, quand on dit ça, mais j'arrive, hein, je suis dans le bateau. Quand on dit ça, parce que là, parce que nous, à Leader, on aime les choses méthodiques. En fait, on n'aime pas les choses qui soient faites comme ça, méthodiques et analytiques. Même les 100 millions. Et méthodiques et analytiques. Donc, dans le discours est armé, on nous dit, ils sont assis chez eux, ils envoient les enfants des autres à l'abattoir. Je viens de dire à l'instant que la Constitution ivoirienne prévoit le désir de manifester. C'est quelque chose qui est garanti par la loi. Monsieur, pacifique. Oui. Au menu. Oui, pacifique. Mais il n'était pas pacifique, vos manifestants. Laissez-moi finir, monsieur. Ou bien laissez-moi expliquer la définition de la désobéissance civile. Il est en difficulté. Allez, bon. Non, pas du tout. Donc, je suis en train de dire que lorsqu'on dit ça et qu'ils vont à l'abattoir, voilà le mot qui est là. Ils vont à l'abattoir. Mais si on parle d'abattoir, c'est qu'il y a des animaux et il y a des bouchers. On est d'accord? Ok. Pourquoi les enfants des autres iraient-ils à l'abattoir? C'est parce qu'en face, nous avons des bouchers qui ont reçu l'ordre de taillarder ceux qui viendraient manifester. C'est ça la vérité en fait. Et toutes ces personnes qui ont été tailladées à la machette, M. Touré Mamadou, face à M. Georges Akaï il n'y a pas très longtemps, l'a témoigné pour dire que la plupart des morts sont dans l'opposition. Donc s'ils sont dans l'opposition, ça veut dire qu'ils ont été tués par les camps d'en face. Donc ça veut dire premièrement, M. Ouattara n'a pas garanti les libertés de manifester des gens. Pourquoi je vous dis ça? Alors, vous me dites qu'ils sont armés. Madame Puchéril Balé, donnez-moi quelle arme elle avait. L'âme, c'est pas ce Le désir de manifester, on la fout en prison. Mais l'âme, c'est pas ce qu'on tient forcément. Voilà ce qu'il fait, M. Bochot. Ça sort de la bouche. Questions, il vous répond, hein, donc, non, mais ce que je veux dire, de la bouche. L'âme n'est pas forcément ce qu'on tient dans la main. Mais et quand quelqu'un vous dit, quand vous nous dites, excusez-moi. Non, mais j'ai pas fini. Quand vous nous dites, et quand vous avez des questions, c'est une question implicite. Non, c'est pas lui je la posais. C'est une question implicite en français. C'est du français que je parlais. On n'est pas sentimental. C'est pas du français que je parlais. Voilà. Que j'ai pas cité Gagnoa. Mais laissez-moi finir. La question, c'était une bateau. Non, c'est pas lui que je parlais. Je répète.
demandais aux téléspectateurs. Écoutez-moi, vous me dites. Mais j'ai pas besoin qu'ils répondent. Non, mais j'arrive. Quand vous me dites que j'ai pas cité Gagnoa, j'ai pas cité Saïwa, j'ai pas cité ceci. Oh, mais là, il revient sur... J'étais en train de finir ma démonstration. Nous avons fait des J'ai débats. posé aucune question. On m'a parlé de Mbato. Vous m'avez dit j'ai parlé de Mbato parce que c'est ce qui fait l'actualité. Non, je suis conscient. Oh, mais là, il est en train de bouffer mon temps. Non, vous n'allez pas. Déjà, vous avez dépassé. Mais non, j'ai pas dépassé parce que c'est vous qui parliez avant moi. Donc, du coup, je termine 2 minutes. J'ai terminé juste 2 minutes. Mais 2 minutes, c'est trop. Après, il termine, trop 2 minutes. Conclusion. J'ai dit ceci. C'est trop 2 minutes. Une minute. Attendez. Une minute. J'ai dit ceci en français. Si vous avez. J'espère que vous parlez français. J'ai dit, un Ivoirien qui meurt, c'est la Côte d'Ivoire qui est endeuillée. Donc, j'ai généralisé tous ces morts et je me suis focalisé plus sur la question que M. Bosso m'a posée. Ouais. Donc, en ce sens-là, vous n'allez pas traiter le RHDP de personnes, je ne sais pas moi, insensibles. Nous sommes sensibles, mon cher ami. Et c'est ce que vous devrez savoir. La sensibilité, je vous dis, vient du RHDP parce que vous n'avez émis Monsieur Bouchot, est-ce que je peux parler? Voilà. Oui, parce que là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Allez-y et vous allez conclure. Et voilà, on termine. Et après, je fais une conclusion voilà. Et on est parti. Allez-y. Rapidement. J'étais en train de dire. Oui. J'étais en train de dire. Une minute, le temps de J'étais en train de dire. Oui, voilà, termine. Qu'à partir du moment où les libertés ne sont pas garanties dans un pays, et j'ai posé une question implicite, c'est pas lui que je l'ai posée, en français c'est implicite. Donc je me posais une question, c'était pas vous que je la posais. Ça s'appelle une question implicite. C'est pas grave. C'est une question d'argumentation. Voilà. Je réponds. Madame Kucheril Balé qui demande à manifester, elle est mise en prison, sans procès, sans rien du tout. On est dans un état, soi-disant, de droit, selon Ouattara. Non, il faut dire que à partir du moment où vous n'êtes pas capable de garantir des libertés individuelles, vous êtes déjà hors constitution. Vous êtes déjà hors constitution. Et M. Ouattara a toujours été hors constitution, y compris là. Parce que quand on emprisonne des gens sans procès, quand on met des députés en prison, sans avoir levé leur immunité parlementaire, c'est encore là un viol de la constitution ivoirienne. Vous vous rendez compte? Et donc, à partir de ce moment où on se dit simplement que le monsieur n'est pas capable de pouvoir appliquer la constitution en garantissant les libertés, il est hors constitution. Première chose. Donc, deuxième chose que nous constatons sur ces tueries d'Mbato, j'avais déjà anticipé ce point, en disant que les jeunes ont manqué de formation. Mais je ne vais pas revenir dessus. Voilà. Je vais rester sur ce point pour ne pas prendre tout le temps du monsieur. Je vais simplement dire... Vous n'allez pas faire 3 heures. Je vais simplement dire que à partir du moment où l'état de droit n'est pas garanti quelque part, parce qu'il a parlé tout à l'heure, donc c'est là aussi je vais revenir en fait, que M. Alassane Dramane Ouattara a tendu la main à l'opposition, que c'est à son honneur. J'avais pas envie de répondre à cette question au début, parce que pour moi c'était quelque chose qui était un non-événement. Que M. Ouattara, acculé dans les cordes, tende enfin la main à l'opposition, c'est parce que ses maîtres lui ont donné l'ordre de pouvoir le faire. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian l'a pressé récemment. Allez, fais-le. Vous voyez? Mais en réalité, pour pouvoir avoir la paix que le RHDP et d'autres personnes récitent à longueur de journée la paix, il n'y a pas de paix sans état de droit. C'est pas possible. Que dans un pays où il y a l'état de droit, on n'obéit pas aux hommes, on n'obéit pas à Alassane Ouattara, on n'obéit pas à Ahmed Bakayoko, on n'obéit pas... Non, on obéit à la loi, cher ami. Pourquoi ceux qui ont été attrapés seront jugés? Mais personne n'a été attrapé puisque le monsieur qui a tué il n'y a pas très longtemps à Mbato, il n'est pas encore recherché. Ils seront jugés. Il n'est pas encore recherché, ce monsieur dont le visage a été vu, n'a pas encore été retrouvé. Conclusion, mon cher. N'a pas encore été retrouvé. On va conclure. Donc, alors, je vais, moi, alors vous pouvez y aller parce que moi j'ai fini de parler. Bon, bah, écoutez, voilà, vous allez conclure. Et puis après, moi je conclue. Et puis vous allez conclure ensemble. Voilà. C'est lui qui a commencé le débat. Oui, c'est moi qui ai commencé. Donc il va non, je donne le mot de faire. Non, j'ai commencé. Si. Bon, il commence, je termine. Bon. Voilà, allez-y. Bon, on va dire que ce débat a été un peu houleux parce que c'est normal. Je suis en face d'un parti violent en général, parce que c'est eux qui ont introduit la violence politique en Côte d'Ivoire. Donc c'est un parti violent. Je ne suis pas vraiment surpris du fait qu'il m'ait sorti un peu de mes gonds, parce que c'était un peu nécessaire pour pouvoir avoir du répondant. Mais en réalité, j'aimerais dire aux Ivoiriens
que nous sommes sur la bonne voie. Le CNT n'est pas mort. Le CNT existe. Le CNT existe. Le Conseil national de la résistance, de la transition existe. Et que la révolution que nous allons mener, c'est celle qui fera partie Ouattara. Nous sommes déterminés à faire partie Ouattara pour 2 raisons. Parce qu'il est disqualifié du point de vue de la constitution ivoirienne. Sa propre constitution le disqualifie. Que monsieur n'aime pas les chiffres ou n'aime pas les textes, je peux le comprendre. Mais la Côte d'Ivoire vit à l'ère des textes et des chiffres. Donc sa constitution le disqualifie. C'est mon incourante pour RHDP. Sa constitution le disqualifie. Ça c'est un. Deuxièmement, toute la gouvernance de monsieur Ouattara a été une gouvernance de détournement de fonds, de deniers publics, de gabegie, de népotisme. Et rien que pour ça, M. Ouattara est disqualifié, a été vomi par le peuple de Côte d'Ivoire. Et que par conséquent, comme il n'est pas capable de nous garantir un état de droit, à la place d'un état de droit, il nous propose du Ouattara de droit. Nous voulons un état de droit. Et cet état de droit, je souhaite que les Ivoiriens saisissent la main tendue par le président Henri Konan Bédié, par tout le CNT, et qu'enfin, nous puissions mettre fin à 30 ans de violence envoyée par Ouattara. Très bien. 30 ans de violence. Très bien. Qui n'ont pas permis à la Côte d'Ivoire de décoller sur le problème des droits de l'homme, la liberté d'expression, de l'économie. 30 ans de violence. Voilà. Très bien. Messieurs, la fin. Ouais, ben, franchement, monsieur Gosso, je prononce bien. Bocho. Monsieur Bocho, je vous dis merci de m'inviter aujourd'hui ici, presque toute la demi-journée. Oui. Je ne regrette pas. Monsieur Niali, c'est une bonne chose. en face de moi, je vous remercie aussi, monsieur Niali. Vous avez dit tout à l'heure que le débat a été houleux, mais je pense que tout ça, c'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Bien sûr. Ah, ça, c'est une bonne chose. Parce que On va être d'accord sur quelque nous chose. discutons pour notre pays. À condition que Mais aujourd'hui, ils partent. la conclusion que vous venez de faire, je n'ai pas de commentaire à faire, mais j'ai peut-être une petite observation. C'est un commentaire. L'observation, c'est qu'aujourd'hui, nous avons amorcé un chemin, et ce chemin doit nous emmener à la paix. C'est pourquoi, d'ailleurs, je remercie le président Ouattara, président sortant et président entrant, de tendre la main, bien sûr, à l'opposition, sous aucune pression. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tout le monde le dit, je m'incline encore une fois de plus sur la dépouille mortelle de tous ces Ivoiriens qui ont perdu au nom de la barbarie et de l'appel à la violence de l'opposition. Je pense que, au-delà de tout ça, et comme j'aime bien terminer mes phrases par ça, il y a une seule chose qui nous unit. Si vous me respectez, arrêtez de toucher le portable. Je n'ai pas encore touché mon portable. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, on a un seul pays, la Côte d'Ivoire. On a un seul Ivoirien et une seule Ivoirienne. L'Ivoirienne et l'Ivoirien. Un seul drapeau, orange, blanc et vert. Une devise, l'union, discipline, travail. Le travail qu'a imposé le président Ouattara aux Ivoiriens. Alors, mon cher ami, je dis la main dans la main, nous allons nous entendre. Ce n'est qu'un début, et je le dis tout le temps. Tant que nous qui sommes à la diaspora, nous nous tendons la main, nous envoyons un message fort. Et ce message fort de paix, j'espère, sera entendu par ceux qui sont là-bas, qui nous écoutent et que nous représentons. Voilà. Merci. Bon, c'était un beau message à tous les téléspectateurs. Eh bien, je dois dire, ce fut un bon débat. L'heure est passée très vite. Je vous remercie donc à tous les deux d'avoir participé à Merci à vous en tout cas. J'espère vous revoir très bientôt. Oui, oui, on va se revoir. Voilà, ça sera un plaisir. Si nos partis nous Peut-être donnent pas, l'autorisation. forcément avec lui, mais ou s'il veut faire une revanche, il n'y a pas de Jusqu'au bout, souci. hein, jusqu'au Non, bout. pas de revanche. La revanche, c'est S'il de veut ton faire une côté. revanche, bon, il n'y a pas de Moi, je souci. suis au pouvoir. C'est vous qui vous voulez prendre ce pouvoir. Voilà. Voilà. S'il veut une revanche, il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous. Merci. Je vous dis à samedi prochain pour tous nos téléspectateurs. Merci voilà, beaucoup. à bientôt sur C225 TV pour l'émission Entre nous. Merci.
Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.